Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire sur les foncières cotées. Nous allons présenter une analyse ainsi que nos 2 fonds qui sont investis sur cette classe d'actifs, Immobilier 21 et OCC 21. Alors je voudrais commencer cette réunion par rappeler le fonctionnement de la classe d'actifs, dont nous allons parler aujourd'hui, les foncières cotées. Donc, une foncière cotée est constituée d'un patrimoine et d'une dette qui représentent environ 40% de son patrimoine. L'activité principale des foncières cotées est de détenir et de gérer des immeubles. C'est un secteur qui offre une très grande visibilité économique qui n'est pas toujours reconnue en bourse à court terme. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre que ce n'est qu'une question de temps pour que le cours de bourse intègre les résultats économiques générés par les loyers. La construction des résultats économiques est solide, y compris dans des périodes difficiles. En effet, l'enrichissement est bien là. Et donc, à titre d'illustration, même en 2020, période du Covid, les foncières de centres commerciaux n'ont pas perdu d'argent. Elles en ont simplement gagné un peu moins. Donc, Laurent va vous présenter maintenant un argumentaire qui va vous aider à comprendre pourquoi il faut avoir de l'immobilier coté dans vos portefeuilles, quel poids, à quel moment. Et puis, dernier point, concernant les flux, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc le secteur a commencé à collecter. En 2024, Gestion 21 collectait 12 millions sur les 2 fonds de foncière cotés et c'est une tendance qui se poursuit en 2025 avec 7 millions au S1 2025. Et donc l'encours d'Immobilier 21 a dépassé la barre des 100 millions. Laurent, je te laisse la parole. Merci Valérie. Oui, Valérie vous l'a précisé, donc l'ordre du jour, c'est de parler de deux fonds immobiliers qui sont Immobilier 21 et OCC 21. Ils partagent en commun le fait de détenir de façon indirecte de l'immobilier physique. Le fonds Immobilier 21 n'achète pas d'immeubles, il achète des sociétés, des foncières cotées qui elles-mêmes détiennent des immeubles sur différentes thématiques immobilières. Ça peut être des centres commerciaux, des bureaux, des résidentiels, des plateformes logistiques, de la santé. Donc ça, c'est très, très important. Le cahier des charges de cette détention, c'est quand même détention en portefeuille. Ça, c'est également un élément important de compréhension du cas d'investissement commun à nos deux fonds. Alors, on a souhaité aujourd'hui répondre ou faire le recensement d'un certain nombre de questions qui nous paraissent structurelles. Et donc, c'est une présentation qui vise à répondre aux questions tant d'allocation que d'évaluation du secteur. Alors, la première des questions, il nous semble, c'est faut-il inclure de l'immobilier d'investissement dans un portefeuille global? La réponse académique est unanime, c'est-à-dire que si vous avez des actions et des obligations, le fait d'ajouter de l'immobilier est jugé attractif par le monde académique. Se pose dès lors la question de quel pourcentage? Et là, on a une fourchette relativement large qu'on a souhaité euh, redéfinir. La réponse académique est de 10 à 20. Alors, la largeur de cette fourchette s'explique par le fait que on peut appréhender la volatilité du secteur de façon un petit peu différente par des séries non cotées, par des séries cotées. Et donc, il nous a semblé que la réponse empirique, qui consistait à utiliser le poids de ce secteur dans l'économie réelle, soit en termes d'emploi, soit en termes de richesse créée, était tout aussi pertinente que la réponse académique. Et là, on avait une suggestion de 5 à 10 en termes de poids. Alors, l'une des autres questions, c'est de se dire sous quelle forme de détention est-ce que je vais privilégier la gestion active ou la gestion indicielle dite passive? Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a essayé d'être le plus exhaustif possible et de référencer l'offre de gestion. En France, il y a 5 milliards d'encours sur l'immobilier coté, majoritairement sur des ETF, ce qui peut surprendre sur un secteur, sur une thématique sectorielle. Voilà un petit peu. Donc, les 1,8 milliard incluent la gestion active et bien évidemment nos fonds. Alors, d'autant plus que cela peut surprendre, d'autant plus que la part de marché de la gestion passive peut surprendre par rapport à la gestion active, d'autant plus que la gestion active, quand on regarde, on pourra regarder historiquement plus tard sur notre fonds, mais ne serait-ce que sur 5 ans, on voit que la gestion active n'a pas démérité.
Et c'est encore plus vrai sur un historique long. Alors là, bien évidemment, hein, on parle de nous, mais depuis la création du fonds Immobilier 21, c'est-à-dire novembre 2007, la surperformance a été de 45 par rapport à un indice EPRA net réinvesti. L'une des questions centrales également, c'est de se dire comment faire pour me forger une opinion documentée tout en n'étant pas chronophage en termes de temps, donc une opinion simple mais efficace sur l'immobilier coté. Il faut se questionner, à mon avis, à trois niveaux. Au niveau du compte de résultat, c'est-à-dire la pérennité de la rente immobilière. Au niveau du bilan, en étant capable de juger de la solidité du bilan. Et au niveau, enfin, de la valorisation, pour situer le niveau de valorisation par rapport à ces historiques long terme. Le niveau de valorisation n'intervient qu'en préalable du 1 et du 2. Il n'y a pas de niveau de valorisation calculable si on n'a pas d'opinion sur la pérennité de la rente ou la solidité du bilan. Alors, sur la pérennité de la rente, aujourd'hui, la réponse est oui. Sur la solidité du bilan, aujourd'hui, la réponse est oui, le bilan est solide, la rente est pérenne. Et au niveau de l'opportunité du niveau de valorisation, la réponse est également oui en 2025. C'est pour ça que l'on est très confortable et qu'on envisage le futur avec un état de confiance élevé. Alors, pour revenir sur la pérennité de la rente immobilière, je dois reconnaître que déjà le secteur lui-même, par sa récurrence, par sa construction, par son modèle économique, crée une très forte récurrence. Vous voyez que essentiellement, la seule année négative, en tout cas de réduction de la croissance, a été 2020. 2010, c'est simplement les effets de la crise du subprime qui a conduit à ce que les foncières assainissent leur bilan et vendent des actifs. Donc, on n'était pas sur une notion à périmètre constant. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous l'ai dit, en 2025, on considère que la rente immobilière est pérenne. Alors, comment on juge de la pérennité de la rente? Mais par deux indicateurs clés qui sont les taux d'occupation sur l'ensemble des typologies d'actifs et puis un autre indicateur plus spécifique là au retail qui s'appelle les taux d'effort. Le taux d'effort étant le rapport entre les loyers et le chiffre d'affaires. Donc il faut que les taux d'effort ne soient pas trop élevés, sinon on asphyxie les commerçants, les commerçants des enseignes, enfin les enseignes, pardon. Et donc juger du taux d'effort, c'est juger de la pérennité du niveau des loyers dans les centres commerciaux. Alors sur les taux d'occupation, ils sont très bons. Ils sont très bons partout. Ils sont supérieurs à 95% sur l'ensemble des typologies d'actifs, à l'exception du bureau périphérique qui, dans un contexte de télétravail, a été délaissé ou en tout cas a perdu des parts de marché par rapport aux bureaux des quartiers centraux des affaires. Donc ça, c'est un élément, même si on voit que du côté du bureau, le risque est en train de se réduire, ne serait-ce que parce que il y a un discours et des actes visant à réduire l'amplitude du télétravail. Sur le taux d'effort, je vous l'ai dit, aujourd'hui on est à 11,5. On a constaté par le passé que des taux d'effort supérieurs à 20 étaient des taux d'effort en risque. Les situations, c'est que à 11,5, on est très confortable. Le deuxième questionnement, c'est le bilan. Et pourquoi? Parce que derrière le bilan, il y a le risque d'augmentation de capital ou pas. Et donc, d'ailleurs, l'année 2024 est à ce sujet-là très marquante. On a été déçus de la performance du secteur en 2024 parce que 2024 a vu la réduction du risque majeur du secteur, qui est le risque bilanciel. Hem, alors pourquoi le risque bilanciel en 2024 a fortement baissé? Tout simplement parce que les valeurs d'actifs se sont stabilisées. Et donc, compte tenu du scénario 2025 d'une légère hausse attendue des valeurs d'actifs, on attend une forte réduction on observe déjà une forte réduction du risque en capital. Alors, cette stabilisation des valeurs d'actifs, elle a pour conséquence à la fois, de avoir un impact sur la loan to value. Vous voyez que la loan to value, hein, la loan to value, c'est quoi? Je précise, l'indicateur. Si vous avez, c'est le ratio entre votre patrimoine et votre endettement. Si vous avez un endettement net de 40 € pour un patrimoine de 100 €, votre loan to value est de 40%. Alors vous voyez que
Elle a monté entre 2021 et 2023 puisqu'elle est passée à 44. C'était l'effet de la baisse des valeurs d'actifs liée à la reconstitution des primes de risque liées elles-mêmes à la hausse des taux. Donc ça a eu et aujourd'hui, on est à l'inversion de cette tendance marquée en 2004. C'est pour ça qu'on a parlé de tournant. Puis un autre indicateur qui s'appelle le taux d'intérêt critique, heu, qui est pour ceux qui ont l'habitude d'être dans l'univers obligataire, l'inverse du ratio utilisé habituellement chez les obligataires, c'est-à-dire le multiple, la net dette comparée à l'EBITDA. Hem Dit classiquement, le taux d'intérêt critique a un avantage par rapport à la loan to value, c'est qu'il prend en compte à la fois l'endettement, ou le coût de l'endettement théorique avec la rentabilité des actifs. Ce que ne fait pas la loan to value. La loan to value, c'est une simple photographie du niveau de dette par rapport, au patrimoine. Le taux d'intérêt critique, intègre ça et donc, on aime beaucoup cet indicateur et il faut comprendre que plus il est élevé, plus on est confortable dans le et donc, aujourd'hui, en estimation, on est à 10,5, sachant que la zone de risque est à 8. Vous voyez qu'en 2021, on était un petit peu limite. Entre 6 et 8, c'est une zone de risque. Après, ça dépend un petit peu de l'évolution. Hem, Au-delà de 10, bien évidemment, on est très, très confortable. Voilà l'autre idée. Alors que sa conséquence, c'est que si vous avez un bilan sain, si ben, vos indicateurs de valorisation reprennent sens, tout simplement parce que votre cash flow que vous calculez, vous avez identifié qu'il est pérenne, et vous savez que le cash flow par action vont évoluer de la même façon parce que votre bilan n'est pas contesté et suffisant pour générer le cash flow que vous avez observé. C'est vrai également de la décote. Donc, le point 1 et 2 ou la réponse positive au point 1 et 2, c'est-à-dire la pérennité de la rente et la stabilité des bilans, nous permettent de regarder, le 3e critère qui est celui de la valorisation. 1. Alors côté valorisation, on a 2 indicateurs, un indicateur cash flow et un indicateur décote. Sur cote, alors sur la valorisation en termes de multiples, là c'est l'historique de multiples du secteur. Ça nous a permis de remonter à 90. Si on était parti sur le multiple du fond, on aurait bien évidemment démarré en 2007. Donc c'est un diaporama ou un espace-temps très très large de 35 ans. Et sur ces 35 ans, on voit que 13 fois, c'est plutôt bas en termes de valorisation. Et surtout, ce qui est important, c'est que oui, c'était plus bas, mais quand ça valait 9,7, vous aviez un risque sur le bilan et vous aviez un risque sur la pérennité de votre rente, en tout cas sur la visibilité. C'était le cas également en 2020 où vous avez une situation, notamment sur les centres commerciaux, où vous avez très peu de visibilité. Et est-ce qu'on pouvait parler même de multiples sur cette typologie d'actifs à ce moment-là? C'était compliqué. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le multiple du portefeuille, qui est quand même le risque que vous le prenez, c'est le risque lié au portefeuille immobilier 21, est à 11,5. En termes de décote, ben, on retrouve également cette sous-valorisation historique. Et je le dis, sous-valorisation à la fois en niveau, mais surtout renforcée par le niveau des risques qui est le tournant sur les niveaux de risque de 2024. Donc à la fois, on a une décote très élevée, mais surtout des perspectives qui crédibilisent très fortement la décote. Il faut savoir que la décote, c'est un trouillomètre et que lorsque le marché a une incertitude, il réagit très très rapidement en se mettant à moins 50%. C'est le cas de la crise du subprime en 2009, 2008, 2009. Vous êtes à moins 52% immédiatement, en mars 2009 en tout cas. C'est le cas du Covid. Donc très, très rapidement, en l'espace de 3 mois, vous décotez de 50. Et puis progressivement, le marché, sachant qu'il est estimé sur un point d'extrême défiance, va trouver des facteurs de réassurance qui vont permettre de réduire cette décote. Et ça, c'est le schéma qu'on a aujourd'hui sur les 5 prochaines années sur le secteur. Alors, ce graphique, il m'inspire aussi sur une autre chose, c'est que on a répondu à une question en disant combien il faut d'immobilier dans un portefeuille d'investissement global, quelle est l'analyse quelle forme de détention active passive. On pourrait aussi rajouter est-ce qu'il faut de l'immobilier coté, de l'immobilier non coté.
la réponse par l'intermédiaire de la décote, on a envie de dire que si l'état du monde le plus neutre dans ce choix entre côté et non-côté et l'absence de décote, l'absence de surcote, c'est-à-dire 50%, on pourrait dire que quand ça surcote, il faut moins de 50% d'immobilier coté, et quand ça décote, il faut plus de 50% d'immobilier coté. Voilà un petit peu la ligne, chacun faisant après ses allocations. Mais c'est des allocations cibles, bien évidemment, c'est l'esprit qu'il faut retenir. Alors, quand on regarde ces trois indicateurs, on a vu que leur occurrence, c'est-à-dire leur fréquence, la pérennité de la rente, compte tenu du fait que c'est une signature structurelle du secteur, il y a une fois qu'elle a été mise à défaut, c'est en 2020 par le Covid. La solidité du bilan a été mise à défaut trois fois sur les 18 ans, dont notamment le Covid, et puis les deux, la crise subprime et 2022. Sur le niveau de valorisation, la contestation est venue dans l'environnement taux négatif, où là, on a amplifié les multiples de valorisation. Mais ce qui est important à retenir, c'est que comme aujourd'hui, où les trois critères sont validés, on a toujours, alors bien sûr, hein, les performances passées ne préfigurent pas des performances futures, bien évidemment, mais en tout cas, lorsqu'on a eu ce niveau de valorisation associé à ce niveau de risque, puisque dans les trois indicateurs, il y a deux indicateurs qui jugent du risque, c'est la pérennité de la rente, c'est le bilan, la soutenabilité du bilan, et il y a un indicateur valorisation. À chaque fois qu'on a eu cet indicateur de valorisation associé à ces niveaux de risque, ça s'est plutôt bien passé sur les 5 prochaines années, puisqu'il y avait des performances annualisées de 8%. Le positionnement du fonds maintenant, après cet essai de répondre à des questions que l'on trouve essentielles sur le secteur, hein. Donc le positionnement du fonds immobilier. Bien évidemment, depuis sa création, on fait une gestion value active sectorielle. On a intégré, enrichi notre processus d'une gestion ESG depuis maintenant 4-5 ans. Dans l'ESG, qu'est-ce qu'on aime? On aime un indicateur en particulier parce qu'on estime que cet indicateur est très proche et d'un indicateur ESG qui est en convergence avec un indicateur financier. Donc, ça s'appelle les surfaces certifiées environnementales ou le pourcentage de surfaces certifiées environnementales. Pourquoi? Parce que notre diagnostic, c'est de dire que un immeuble certifié, et plus une foncière a un portefeuille d'immeubles certifiés, plus ces immeubles, un immeuble certifié, c'est un immeuble qui attire tout le monde. Il attire les locataires, donc ça réduit le risque locatif. Il attire les investisseurs, donc ça réduit le risque de liquidité. Il attire les financeurs, donc ça améliore le coût de financement. Alors, vous verrez, le triptyque ESG immobilier sera certification, certification, certification. C'est un peu un écho à ce que à la localisation, 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 qui est un slogan bien connu des gens de l'immobilier. Alors, le portefeuille aujourd'hui fait une performance absolue de 13%. Il faut reconnaître que l'année 2024, alors là c'est la performance du fonds immobilier 21, c'était 2,5, mais le secteur avait fait -2. Donc quand on regarde les 18 derniers mois, on est sur un train très modeste de performance autour de 6-7%. Donc il en reste dans le futur, bien évidemment, pour tous nos clients qui se posent la question, est-ce que ça va pas trop monter en year to date? La réponse pour nous, c'est qu'on a un horizon à 5 ans que l'on juge compte tenu de notre historique de gestion sur cette typologie d'actifs très positif. Le paradoxe de ce year to date, mais j'irai pas trop loin, mais c'est qu'aujourd'hui on est juste à l'indice. Alors ça ne nous ressemble pas, vous allez me dire, parce qu'effectivement depuis 4 ans, on surperforme le fonds, l'indice, pardon. Donc, voilà, aujourd'hui, la particularité, c'est qu'on a de bons classements tout en étant à l'indice. Ça s'explique par le fait qu'on a eu un semestre assez macro, un peu moins micro. Voilà, on attend beaucoup des publications en juillet-août pour justement redonner de la micro au choix du marché sur ce secteur. Alors, le portefeuille, comment il est composé? Alors, nos clients fidèles ne seront pas surpris de cette diapo. Aujourd'hui, ils ne seront pas surpris
d'un faible nombre de changements. Parce qu'au bout du compte, les moteurs qui nous font changer sont quoi? Quand on a une opinion sur, les typologies d'actifs, c'est pas une opinion à un jour, c'est une opinion à 3 voire 5 ans. Heu, donc ce qui peut nous faire bouger, c'est les valorisations et notamment les valorisations relatives. Heu, donc depuis maintenant un certain temps ou un temps certain, je dirais, on a, un portefeuille composé à peu près de 3 tiers. Le tiers centre commercial. Pourquoi? Parce qu'on aime beaucoup cette typologie d'actifs. Hem, on verra et notamment on l'illustrera, via OCC, cette typologie d'actifs où les résultats économiques et les risques économiques, ont fortement baissé en 5 ans. Hem Un autre tiers qui est constitué du résidentiel allemand avec un duo, qui apporte sa propre valeur ajoutée puisque l'un des membres est plus sensible au taux d'intérêt que l'autre et donc il y a, tout un intérêt à avoir l'un et l'autre ou l'un avec l'autre. Et puis il y a un autre tiers qui est composé de bureaux de santé et logistique qui, lui, est moins structurel, hein. Et donc, aujourd'hui, on a du bureau, essentiellement sur le bureau prime et quand je dis que c'est moins structurel, les bureaux, on peut penser que, la typologie bureau, dans le portefeuille immobilier 21 à 12-24 mois, pourra faire place, à des bureaux plus périphériques, du fait même de l'amélioration, du risque, des bureaux périphériques, à 12-24 mois. Alors, bien évidemment, la carte d'identité du fonds. Alors, vous ne serez pas surpris, le multiple de cash flow est inférieur à celui du secteur, c'est pas très surprenant. Nous, ce qui nous guide aussi, c'est le taux d'intérêt critique, hein, qui joue, du risque bilanciel. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a une rentabilité en fonds propres de 9 en rendement cash flow. Pour un taux d'intérêt critique et qui est très confortable. Donc ça nous paraît, très élevé. Ce rendement cash flow 9 c'est quoi? C'est l'inverse du multiple de cash flow, hein. Voilà, avec des options de revalorisation, notamment liées, à la décote. Alors, ce rendement cash flow de 9 on retrouve, hein, les 3 idées. Nous aujourd'hui, et cash flow récurrent indexé, ça veut dire qu'on est confiant dans la pérennité de la rente cash flow. Valeur d'actifs stabilisée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on anticipe même une légère hausse, hein, mais ça veut dire que les bilans, ne seront pas attaqués, qu'il y a un risque d'augmentation de capital, quasiment disparu. Quand je parle de risque d'augmentation de capital, je parle de risque d'augmentation de capital défensif qui pourrait se faire dans de mauvaises conditions. Ce risque, a disparu, du secteur. Ça nous amène à parler de notre scénario de performance. Alors là, vous retrouvez un un scénario, je dirais très conservateur de 9 parce qu'il n'y a pas, c'est une juste sa position, de pas, mais ça marche. Pas de croissance des cash flows, pas de réduction de la décote, pas de hausse des valeurs d'actifs. Là, ça fait 9. Un scénario central où en la rentabilité courante de 9 on va simplement juger que l'on fait 2 d'indexation. Donc une croissance des cash flows modérée. Par modéré, il faut entendre 2 et donc vous rajoutez à vos 9 2 ça vous fait 11 mais il n'y a toujours pas de réduction de la décote, il n'y a pas de hausse des valeurs d'actifs. Puis une version plus optimiste, si l'on peut dire, qui est la croissance des cash flows modérée. Donc on part du 11, mais on y rajoute cette cerise sur le gâteau qui est une composante capitale, revalorisation, qui est le fait que la décote disparaît. Et si la décote disparaît, ben, vous avez 9 de performance annualisée additionnelle qui se rajoute aux 11. Voilà l'idée. Et ce dont vous voulez vous parler sur le fonds immobilier 21, avec donc, pour résumer, et en conclusion, une rentabilité élevée. Aujourd'hui, l'immobilier coté, c'est la forme de rentabilité, c'est la rentabilité immobilière la plus élevée, tout simplement parce que l'on décote, donc la rentabilité est dopée, par le fait qu'on a, des cours de bourse qui sont inférieurs aux valeurs d'expertise retraitée de l'endettement. Un niveau de décote élevé qui offre une option à côté de cette rentabilité, une liquidité, et puis des risques, que vous connaissez. C'est un produit action, c'est un produit sectoriel. Il y a de la volatilité, il y a des risques macro, il y a une exposition, de perte, en capital. Voilà donc, ce que l'on souhaitait vous dire, sur Immobilier 21. Je vais, parler maintenant du fonds,
OCC 21, qui est donc notre fonds de foncière de centres commerciaux zone euro, qui est un FIA. Alors, c'est un FIA au sens, pourquoi on a fait un FIA? Pas parce qu'on voulait faire chic, mais tout simplement parce qu'on était convaincus, qu'il fallait donner accès à nos clients à cette typologie d'actifs qui étaient les centres commerciaux, parce qu'il y avait un retail bashing en 2019, 2018-2019, et que l'on trouvait exagéré, qu'il y avait donc un écart de valorisation entre ce que l'on pensait, ce que les titres valaient et l'appréciation boursière. Et le problème, c'est que, il n'y avait malheureusement que 20 titres investissables et donc, pour exercer notre métier de sélectionneur, de stock picking, il fallait, sortir d'une forme FCP qui impose d'avoir un minima, 16 titres et encore un minima, même voire 17 titres, compte tenu des règles de dispersion. Hem, pour aller dans une forme, plus concentrée où la diversification donc va se faire chez l'investisseur et non pas dans le FIA, heu et qui nous permet donc d'avoir, 8 à 10, valeurs, dans le portefeuille OCC, 21 pour un univers de 20 et donc on fait, notre tri, de 50 assez traditionnel. Alors, le cas d'investissement OCC, beh, vous retrouvez, les 3 briques, du raisonnement pour avoir une opinion sur l'immobilier coté de façon générale. La solidité des cash flows, c'est-à-dire la pérennité de la rente, la solidité du bilan et les indicateurs de valorisation. Alors, pourquoi on est confiant sur les cash flows? Parce que les taux d'occupation sont élevés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit qui est vendu par les foncières plaît au marché. Les taux d'effort, sont, très raisonnables avec 11,5. Les renouvellements de baux se font en hausse. Donc ça et la menace internet, et bien sûr qui était à son paroxysme en 2020 tout simplement parce que le format commerce était, fermé, pour une partie du temps. Voilà, donc solidité des cash flows, solidité du bilan avec un niveau d'endettement, un taux d'intérêt critique, élevé et puis une valorisation, qui offre un rendement cash flow de 11 avec un multiple autour de 9 fois et une décote. Donc un schéma tout à fait, identique, au raisonnement, produit sur Immobilier 21 avec une différenciation qui est, on est sur une seule typologie d'actifs, donc et dans une détention plus concentrée et avec une nécessité de diversifier au sein, chez le client, la moindre diversification qu'il y a dans le véhicule. Alors c'est un fonds, je vous cache pas en tout cas depuis 5 ans qui a très, très bien marché, voilà, mais je pense que vous le savez. Alors, ce qui est intéressant quand on parle du bilan de la performance OCC, c'est alors il y a plusieurs choses dans cette diapo. Déjà de voir que quand même une certaine régularité de la performance, heu, hors Covid, hein. Donc on a beaucoup souffert en 2020 puisqu'on faisait on a fait moins 40, ça a été très difficile. Hem On a mis NC parce que, c'est vrai que c'était très difficile de calculer un cachot par action, et une décote avec, notamment on s'était permis même de dire qu'une IBAN n'était plus, investissable, dans notre communication, tout simplement parce que, on ne savait plus, quelle était la structure bilancielle associée au cash flow, d'une IBAN. Depuis, je vous rassure, les progrès, faits par le management sur une IBAN le rendent plus qu'investissable et le Covid aussi ou l'absence de Covid, aide à la visibilité du cas d'investissement. Mais ce qui est assez remarquable, c'est déjà de dire qu'en 2022, il y a eu l'impact du secteur de la hausse des taux, mais pas sur OCC, tout simplement pourquoi? Et ça démontre bien que la relation taux d'intérêt avec l'immobilier coté n'est pas systématique, contrairement peut-être à ce que l'on peut lire ailleurs, ça dépend de la prime de risque. Et donc, en 2022, les foncières de centres commerciaux, ont bien sûr, vu la hausse des taux, les impacter. Mais en termes de revalorisation des valeurs d'actifs, ayant subi le Covid et ayant déjà fait baisser ces valeurs d'actifs, elles sont arrivées en 2022 avec une prime de risque suffisante pour absorber l'effet de la hausse des taux. Voilà et
Donc de très bonnes performances avec un rendement qui reste toujours exceptionnel de 11%, un rendement cash flow, et cette option de revalorisation. Donc on est toujours sur le même schéma d'un cas d'investissement avec des rentabilités assez remarquables, alors même que on réalise depuis 4-5 ans des performances relativement élevées sur la classe d'actifs, cette typologie. Je vais vous parler de l'économique. Le bilan économique 5 ans, c'est vrai, en 2020, on n'y voyait rien, ni sur le bilan, ni sur la rente. Aujourd'hui, on y voit beaucoup plus clair. Pour nos clients qui étaient présents en septembre 2020, vous vous rappelez, nos éléments de communication, c'était de dire on essaye d'acheter du temps, puisque on n'avait pas le vaccin. On a progressivement communiqué sur OCC en disant dès le H1 2021, notre vaccination, notre population à risque est vaccinée, même si toute la population n'est pas vaccinée. Donc, il y a eu quand même à la fois bien évidemment la vaccination et la disparition du risque Covid, et puis des actes de gestion, et le cas d'Unibail par décession, qui ont permis de retrouver un bilan tout à fait sain. Et la preuve en est, c'est que au CMD d'Unibail, donc à la journée investisseur d'Unibail, vous voyez que dans les éléments de communication d'Unibail, vous avez une société qui annonce à la fois ses cash flows et sa distribution sur les 3 prochaines années. Peu de sociétés ou peu de sociétés d'autres secteurs sont capables de le faire. Donc on a complètement changé de monde et d'univers. Ça, c'est très favorable au secteur parce qu'Unibail, malgré tout, ça reste notre ambassadeur par son historique, par son poids, par sa capitalisation, par sa présence dans le CAC. Et donc d'avoir un Unibail qui retrouve des couleurs et qui a eu des actes de gestion qui ont été efficaces, qui est vraiment très favorable pour l'ensemble du secteur. Alors, oui, en 5 ans, oui, quand on pouvait dire en 2020, l'e-commerce allait tuer le commerce physique. Non, en 2020, l'e-commerce a pris des parts de marché sur le commerce physique, tout simplement parce que le commerce physique était fermé. Depuis, ça s'est largement calmé, ça se stabilise. Et il faut comprendre aussi que face à cette stabilité du e-commerce, les foncières cotées répondent en essayant de travailler leur mix produit. Sur les 5 dernières années, elles ont développé une offre, j'allais dire, médicale, elles ont développé une offre restauration et un peu réduit ce qui est leur risque textile. Donc voilà, tout ça fait que les risques économiques sur les 5 ans, l'amélioration est très significative. Alors, cette amélioration, on le voit aussi au niveau de ces indicateurs qui sont les taux d'occupation. J'en avais déjà parlé sur IMO. Donc, les taux d'occupation qui même s'améliorent autour du T1, au cours du T1 2025. Les croissances qui sont organiques, des loyers qui sont élevés. Des taux d'effort, on vous l'a dit. Donc, aujourd'hui, la signature de la rente, qu'elle soit par les taux d'occupation, par la croissance organique ou par les taux d'effort, on répond oui, pérennité de la rente. Taux de capitalisation, c'est important parce que avec des taux de capitalisation moyens à 6%, vous avez donc par rapport au coût du financement, si vous considérez votre coût de financement autour de 3,5, 250 points de base de prime de risque. Donc c'est un vrai confort face à l'aléa taux d'intérêt. Donc ça, c'est quand même aussi une signature. C'est à la fois le niveau de loan to value, c'est aussi à la fois le niveau de rentabilité des actifs sur laquelle la loan to value est calculée. Donc là, aujourd'hui, on a à la fois une loan to value qui est orientée à la baisse, mais en plus des taux de capitalisation élevés. C'est un double confort. Donc la carte d'identité du fonds, donc la synthèse, c'est de dire le multiple de cash flow, donc on est à 9 fois, donc une rentabilité économique de quasiment 11%, avec une décote et un taux d'intérêt critique très élevé de 14. Donc c'est toujours un cas d'investissement avec une rentabilité économique très importante. Et donc, on retrouve la syntaxe du scénario de performance d'IMO avec un scénario conservateur où il n'y a pas de croissance des cash flows, il n'y a pas de réduction de la décote, il n'y a pas de hausse des valeurs d'actifs. Et ces 3 pas nous amènent, nous font marcher vers un scénario de 11%. Le scénario central, c'est juste on rajoute dans le rendement économique un élément
de rendement global qui est l'indexation. Alors, c'est une croissance des cash flows modérée de 2%, et donc ça vous fait 13%. Et puis, par contre, si vous voulez rajouter un segment lui, qui est plus aléatoire par nature, qui est celui de comment le marché va, ou le trouillomètre va évoluer sur ce secteur, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'il va y avoir une réduction ou pas de la décote. euh, ben, à ce moment-là, si vous faites le pari d'une réduction de la décote, eh ben, vous avez bien évidemment la branche capitale qui se met en route, et là, vous êtes sur une performance de 21% par an, avec l'idée que pour ne pas faire de performance sur 5 ans, il faudrait avoir une situation en termes de valorisation du secteur, tant en décote qu'en multiple, qui soit historiquement la plus faible. Même on n'y arrive pas, pour tout vous dire, même si on force, on fait une performance positive. La distribution, c'est important. Donc, en mai 2024, on vient distribuer, pardon, sur le fonds, la distribution avait des rendements, je ne vais pas les commenter, on les voit, 7 et 5,9 sur la base des VL au 31 décembre. Donc, pour conclure cette présentation, toujours la même idée, un rendement économique élevé, avec une option de réduction de la décote. Voilà le cas d'investissement. Ça reste un produit coté. Donc, comme sur Immobilier 21, vous avez des risques liés à la cotation et des opportunités. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, aux 3 questions qui nous permettent d'avoir une opinion sur l'intérêt ou pas de faire de l'immobilier coté, que ce soit sur Immobilier 21 ou sur OCC, on répond très positivement, et donc on est très confiant sur les perspectives à 5 ans de ce secteur. Merci à tous. Merci beaucoup, Laurent. Je vais simplement rajouter que le fonds immobilier 21 est accessible sur quasiment toutes les plateformes d'assurance vie. Et concernant le fonds OCC 21, alors lui n'est pas éligible à l'assurance vie française, mais vous pouvez investir via des comptes titres. Merci. Merci beaucoup.